Le sujet principal et on fabrique un récit, un espèce de parc d'attractions qui va jusqu'au particulier. On fourgue une cam qui, qui, euh, qui est complètement invraisemblable. Donc c'est vrai, moi je pense, mais c'est pas du tout dans les cartes aujourd'hui, hein, vous avez raison. Aujourd'hui, on n'a pas du tout ce niveau de maturation. Moi je vois, parce que je dis ce que je dis, j'échange avec les gens, on en est très très loin, mais effectivement, dans cette slide où je disais, il y a un problème et c'est l'argent public en fait qui est le déterminant. Et du coup, ben, quand vous êtes les deux déterminants en général, et vous avez normalement, vous devez assumer un pouvoir. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière votre petit doigt. Et là, on a le grand paradoxe de mettre en avant le privé, la finance privée, tous ces fonds, alors qu'en fait, le déterminant, c'est l'argent public. Donc moi, oui, en tendance, mais on n'est pas là. C'est pour ça qu'on va dans le mur. Mais je pense, et j'ai aucune alternative chinoise, parce que la Chine, c'est pas l'Europe. Mais donc, en tendance, on pourrait très bien imaginer que, effectivement, cette bulle générale sur les marchés, je ne parle pas d'une bulle sur les actifs, je parle de l'imaginaire sur les marchés financiers, avec des phénomènes complètement délirants qu'on vit chaque jour, hein, quand on voit des variations de capitalisation boursière qui représentent l'intégralité du PIB français sur deux, trois voies de la big tech américaine. Enfin, c'est du délire, en fait, quand on y pense sincèrement. Et donc, en tendance, vous avez raison, je pense qu'on peut imaginer un monde où les marchés sont réduits, effectivement, et occupent pas. Là, on voit bien qu'on est dans une idéologie en Europe aujourd'hui, hein. C'est une vraie idéologie, en fait. Et malheureusement, le paradoxe, c'est qu'elle elle délivre pas de résultats. Donc, on peut assister à quelque chose comme ça, mais alors là, j'ai pas de boule de cristal. Et quand vous voyez les discussions en Europe, hein, les discussions politiques en Europe, on n'est pas au début du commencement de ce processus. Les Chinois étant faisant ce qu'ils font sous l'égide du Parti communiste chinois, évidemment, auront plus de facilité, c'est un pays aussi capitaliste, mais ils auront peut-être plus de capacité à penser différemment. Mais là, vraiment, pour moi, c'est une spéculation telle que je me réfrène de préciser les choses. Oui, moi, je veux bien ajouter pardon, ajouter un mot. En fait, ce qui est assez fascinant quand on regarde ce que font les Chinois aujourd'hui, il y a plusieurs points en fait. Déjà, il y a un point qui est clair, c'est que c'est efficace. Là, je veux dire, personne ne peut dire le contraire. Grâce à leur système financier qui est complètement différencié, ils ont réussi en l'espace de 15 ans à prendre les premières places dans le solaire, dans l'éolien, dans les transports terrestres, dans la recherche spatiale, enfin bon. Et, et d'autres pays comme l'Inde, qui font à peu près la même taille démographiquement, n'ont pas ces performances-là. Donc il y a aussi une question d'organisation du système, et le système financier a été complètement tourné vers ça. Le second point que je trouve intéressant de ce point de vue-là, c'est que finalement, ils n'ont pas tout inventé. Ils ont repris des modèles qu'on avait chez nous pendant les 30 Glorieuses. Et Gaël l'a rappelé tout à l'heure. Euh, on a financé les 30 Glorieuses grâce. Alors, il y a eu un mélange de camp Marshall américain, de plats américains, mais on a eu un circuit du Trésor. On avait des avances de la Banque centrale à l'État, ce que j'ai décrit un peu tout à l'heure, par exemple. Eh bien, en fait, ça a existé concrètement. Pendant, pendant plus de 40 ans, en fait, le Parlement décidait chaque année en loi de finances d'un plafond d'avance que la Banque centrale pouvait faire au Trésor, c'est-à-dire à l'État. Et quand le plafond était atteint, bah, en fait, il suffisait qu'il y ait donc un plafond de prêt à taux zéro, mais sans échéance de remboursement. Donc, en fait, juridiquement, c'est pas un don, techniquement, c'en est un. Et ce plafond, eh bien, chaque année en loi de finances, le Parlement pouvait le relever ou réduire, mais il pouvait négocier ça. Et donc, en fait, pendant toute cette période-là, on a eu ce que font les Chinois aujourd'hui, mais alors à une échelle encore plus considérable,
Et ça n'a pas entraîné, alors certes, l'inflation était un peu plus élevée pendant cette période-là, mais puis déjà, elle était sous contrôle, même si elle était sur une tendance plus élevée. Et en plus, c'était bien parce que ça favorisait les revenus, les niveaux entrants, et ça faisait baisser le poids tendanciel de l'ADN. Et donc, les Chinois n'ont pas réinventé tout ça. Ils l'ont poussé dans des logiques plus extrêmes. Il faut quand même rappeler que quand on parle de finances, les plus grandes banques du monde, les 5 plus grandes banques du monde, ne sont pas du tout ni européennes ni américaines. Elles sont toutes chinoises et elles sont toutes publiques. Et alors, c'est un système complètement différent où, en effet, on a la Banque populaire de Chine qui est connectée directement au Parti communiste chinois et qui ensuite donne ses ordres aux banques publiques. Par exemple, dans le solaire et dans l'éolien, vous financez tout ça sans limitation après à taux zéro. Et on a même eu un truc, pardon, une pratique qui a été un peu la même que ce qu'on avait recommandé. Quand il y a eu la crise asiatique de 98, les banques privées chinoises se sont retrouvées en grande difficulté, comme dans tout le sud-est asiatique. Mais le pays qui a récupéré le plus vite, c'est la Chine. Vous savez comment ils ont fait? La Banque populaire de Chine a racheté les dettes pourries des banques chinoises, les créances douteuses, et les a tout simplement effacées. A dit on va quand même pas laisser cette crise financière ralentir le rythme de notre développement parce qu'ils ont des plans sur 20 ans, ils planifient, ils ont des objectifs de résultats. Les problèmes de la finance, c'est pas ça qui vont nous ralentir. Donc les banques, vous avez des difficultés à un moment, ok, on prend tout ça et hop, on l'efface. Et aujourd'hui, ils ont d'autres problèmes parce que le modèle n'est pas parfait non plus. Attention, c'est pas ce que je dis. Ça peut conduire aussi à financer massivement des cités fantômes, des éléphants blancs, etc. Donc des erreurs de développement, mais qui sont des erreurs assumées. Et moi, je suis sûr que quand ces erreurs, pour l'instant, c'est pas le cas, mais quand elles mettront en difficulté les grandes banques chinoises, pour l'instant c'est loin d'être le cas, ils feront exactement pareil. La Banque populaire de Chine rachètera ces dettes-là d'une manière ou d'une autre, elle les neutralisera et puis ça sera terminé. Donc ce que je veux dire, c'est qu'entre un modèle complètement public et un modèle complètement privé qui devient aujourd'hui inefficace, oui, il va falloir trouver des voies intermédiaires et j'espère qu'on y arrivera, sinon on va pas s'en sortir. Je pense. Je vais ajouter un mot en complément de ce qui a été dit, c'est, disons, du côté, je garde la casquette COP 30, où chef économiste de l'AFD, de ce côté-là, et de conviction chez beaucoup d'acteurs qui est les seuls qui peuvent vraiment financer ce dont on a besoin, c'est les banques publiques de développement, les MDBs. Là-dedans, la plus grosse, comme vous le savez, la France est la China Development Bank, c'est l'unique, qui est plus grosse que la Banque mondiale. Donc ça rejoint ce que vient de dire Nicolas. Et la Banque mondiale n'est plus le premier acteur du tout, même plutôt assez discrédité, encore plus maintenant que Trump est arrivé au pouvoir. Et donc il y a un scénario qui est dans la tête d'un certain nombre de gens, qui a été lui-même évoqué par le gouverneur de la Banque centrale de Chine, la Banque populaire de narcotiques, en 2009, après la crise des subprimes, donc il y a longtemps maintenant, qui est la création d'une monnaie digitale alternative au dollar, qui serait émise par exemple par la Banque centrale du développement, qui est à la fois à Shanghai et au Brésil, qui aurait vocation à être une monnaie purement digitale, une monnaie digitale de banque centrale, et qui accélérerait la dédollarisation de la planète. Dans ce contexte-là, on peut imaginer que les banques de développement, à commencer par la Banque centrale du développement des BRICS, en gros, financent le projet dont on a besoin, pas seulement en Chine, mais partout, pour accélérer la transition. Ça, c'est un scénario. Évidemment, la question, c'est ça provoquerait un effondrement au moins partiel de l'économie américaine qui, sans les dollars universels, aura des grosses difficultés. Donc, ça s'expose à les retours de bâton très devant de l'actuelle administration de la Maison Blanche. Mais, en tout cas, là, il y a un scénario qui se dessine possible. Je crois qu'il y avait Denis Mathieu, après Cyprien, et si on peut avoir une question d'une femme au sein de la chambre d'avoir une assemblée paritaire. Donc.
qui essaie de raconter une facilité du temps de parole. C'est parfait. Pour, Mathieu ici. pour des intervenants qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Armouche, je suis médiéviste. Il était directeur du Vent, voilà, précédemment. Et je voudrais essayer de te mettre, donc je suis historien, si on met de l'histoire là-dedans. Alors on va mettre d'abord de l'histoire en prospective. Moi, je dirais parmi les excursions que j'aime bien faire, il y a le site des Nations Unies où il y a l'ensemble des recensements mondiaux qui sont exposés en graphique, en chiffres, etc., en téléchargés. Et je dis la première chose, quand on se dit on est en 2026 et on se pose la question en 2050, on regarde les courbes et on se demande où on est en 2050. Et la chose qui est intéressante, c'est que il donne les courbes d'évolution de la population à partir du nombre prévisible de femmes en âge de procréer. Donc, on a le maximum de ça. Ce qu'on voit, c'est que la population de la Chine est d'ores et déjà en train de s'écrouler et qu'en 2050, ce sera bien. C'est pas que l'Europe sera tellement mieux. L'URSS ou l'ex-URSS, c'est encore bien pire. La Corée, etc. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même à un moment se demander quelle va être la densité de population à un moment. L'Afrique, bien évidemment, est encore en état de croissance, mais en 2050, c'est pas sûr du tout. Est-ce que ça va, la transition va beaucoup, beaucoup plus vite qu'on ne pense spontanément. Donc, je me dis, ce serait pas mal de dire que l'historien pense toujours, quand il pense, que le tapis est en train de glisser sous ses pieds pendant qu'il tape. Et je pense que c'est une chose dont on devrait être conscient quand on essaye de se projeter vers l'avenir, c'est qu'au fur et à mesure qu'on réfléchit, bon, j'ai plus de 60 ans, moi, ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'est hier, en même temps, c'est l'histoire. Et c'est plus du tout la même chose. Et je me dis, il faudrait à un moment faire intervenir ça parce que on peut mettre des équations sur le tableau. Il va falloir à un moment mettre sur l'équation des coefficients, des paramètres, disons, oui, mais dans 30 ans, ce ne sera pas du tout la même chose. Alors, deuxième chose, très, 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 très vite. Place de la Chine dans le monde. Il faut peut-être se souvenir, parce que les Chinois sont une nation avec une très longue mémoire, au XIVe siècle, quand la Chine est passée du papier-monnaie à la monnaie métal, il s'est passé quelque chose d'absolument fondamental pour tout l'ancien continent et ensuite pour le monde entier, que la Chine est devenue un explorateur à argent-métal, parce que pour des raisons qu'on ignore, la Chine a décidé de faire sa monnaie dans le seul état qu'elle ne produisait pas. Et que, par exemple, l'argent du Potosi, les 2 tiers vont finir chez. Et que, rachetant très cher l'argent au prix de marchandises complètement sous-évaluées, la Chine a réussi, si je puis dire, à transiter elle-même dans la déflation en laissant la place libre à l'Occident. Après, c'est pas une manière de dédouaner le capitalisme de ses péchés, c'est venir, ils ont trouvé des feux référents. Ça, je pense qu'il faudrait y réfléchir, parce que c'est probablement des choses qui sont en train de se reproduire sous nos yeux par analogie d'une autre manière, et c'est la réponse de la berger à vos bergers. Donc il faut réfléchir. D'autres choses, je suis médiéviste et je travaille en histoire économique. Pour les économistes du Moyen-Âge, la différence entre le prix et la valeur est un objet de réflexion constant. Il existe une valeur des choses. Le plus souvent, le marché permet de fixer le prix qui correspond à cette valeur.
le plus souvent. Mais en même temps, tout le problème est de manière constante qui est en charge de fixer ce prix. Est-ce quelqu'un de moralement sensible aux valeurs de la communauté, au bien commun? Et je dirais la chose qui apparaît actuellement, c'est que les gens qui sont en charge de faire l'évaluation de la valeur du monde sont plus ou moins des tarés. Ça, ils le sont collectivement. Tout le monde est d'accord pour dire le problème de leur santé mentale se pose. C'est pas quelque chose que les franciscains avaient vu, mais je pense que ça vaudrait le coup qu'on réfléchisse aussi à ces choses-là. Il y a des arguments très anciens qui pourraient être utiles à réutiliser pour moi. Je peux essayer de répondre, mais il y a 3 questions. La première sur la démographie. Il se trouve que je suis en train de faire un papier là-dessus. Donc, j'ai un peu les chiffres en tête. Le scénario médian des Nations Unies, jusqu'à il y a quelques années, c'était 9 milliards et demi en 2050, 11 milliards à la fin du siècle, au niveau global, mondial, avec un plateau à 11 milliards, la Chine ayant achevé sa transition démographique, pas la Chine, l'Afrique, pardon, ayant achevé sa transition démographique. Depuis lors, tu as raison, les chiffres sont pessimistes, d'autant que, alors quand même là-dedans, il y avait sur l'Afrique aujourd'hui c'est 1,3 milliard et dans le scénario médian, elle prend plus 1 milliard au moins d'ici 2050, qu'aucun continent n'a jamais expérimenté dans l'histoire humaine jusqu'à présent. On est dans l'inédit total. Et dans les scénarios à l'époque, il y a quelques années, les plus, il faut les optimistes ou pessimistes, c'est plus 1,5 milliard, qui est passé à 2,8 milliards en 2050. Mais une énorme question qui est comment nourrir cette population et comment l'alphabétiser. Tout est remis en cause aujourd'hui à cause des perturbateurs endocriniens et de la chute de la fertilité masculine. Les dames ne sont pas responsables cette fois-ci. Et donc là, on a, en tout cas les derniers papiers que j'ai regardés, la possibilité, je crois que c'est ce qui va se passer, j'ai pas plus de boulot festal que Julien, la possibilité, en tout cas c'est ce qui sort dans les papiers, dans les Lancet, donc c'est comme là, c'est pas le Figaro, quoi. La possibilité que les hommes en Occident ne soient plus capables de se reproduire naturellement en 2050. C'est-à-dire qu'on tombe, la densité spermatique tombe en dessous du seuil à partir duquel vous pouvez essayer très longtemps, ça ne marche pas. Ce qui posera des questions civilisationnelles absolument dantesques. On arrive dans les zones de dystopie totale. Mais donc, du coup, tous les scénarios démographiques que je connais aujourd'hui sont remis en cause à cause de ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur la question du papier-monnaie, très rapidement, et de la Chine, c'est un sujet absolument fascinant. Et en fait, tu n'avais pas tellement de questions. Tu disais qu'il faudrait qu'on en tienne compte. C'est vrai. Il y a là-dessus, je dis juste une remarque ici, que c'est dit, c'est, comment il s'appelle David Graeber, à mon avis, fait une bêtise là-dessus, parce qu'à la fin de son bouquin sur la dette, il prétend que les nations qui ont de la monnaie papier, en général, sont plus tolérantes et moins perverses que les nations qui ont une monnaie dégagée sur un actif réel. Mais je n'y crois rien, je ne crois pas une seconde. Mais c'est vrai que ce texte-là joue un rôle central, et comme tu sais mieux que moi, certains historiens de ta tribu, mais plutôt en Antiquité, prétendent qu'une partie des causes de l'effondrement de l'Empire romain, c'est la raréfaction des ressources en métal espagnol que les Romains utilisaient pour leur monnaie. Ils n'en sont pas rendus compte, ils sont arrivés petit à petit à court, n'avaient plus à payer les barbares qui protégeaient la frontière, et donc les barbares sont venus à l'intérieur de l'enquête et se servir plutôt que de plus être payés. C'est un des scénarios. Donc ça dit quelque chose. En fait, la matérialité de la monnaie joue un rôle central. D'accord. Et puis, ton troisième point, j'ai déjà oublié. Prix-valeur. Ah oui, bon, c'est aussi un enjeu central, mais les économistes aujourd'hui sont incapables de répondre à ces questions. Je l'ajouterai juste. Donc, c'est une question, je dirais, la théorie de la valeur, complètement. Tu connais cette école, non? Comment? Il y a quel est l'économiste aujourd'hui, à part les marxiens, pas les martiens, mais les marxiens, Jean-Marie Haribé en France, des gens comme ça, qui défendent la théorie de la valeur du travail. Quels sont ceux qui essayent de défendre une théorie de la valeur d'Aubrey Anconi? Maria Mazzucato a fait un bouquin sur la valeur, et elle ne défend aucune théorie de la valeur. Ils sont contents de le dire, oui, c'est compliqué. C'était déjà compliqué.
Oui, c'était déjà compliqué à l'époque. Alors, j'ajouterais juste par rapport à ce que tu as dit, un enjeu sur l'absence de moralité de ceux qui aujourd'hui sont en charge de décider de la valeur des choses. L'école de Salamanque, tu connais, comme tu sais, réfléchissait sur cette question. Et pestiférait contre les rois, c'est un vieux sujet, hein, les rois faux monnayeurs qui trahissent la valeur des choses en y mettant de la monnaie avec du dévasage. Il y a pas, la quantité d'or ou d'argent qui est dans la monnaie ne correspond pas à la valeur faciale de la monnaie. Donc ça, en fait, ce sont les prémices de ce qu'a dénoncé Nicolas qui se trouve à la Bundesbank, à savoir cette espèce de phobie allemande contre l'inflation, puisque le débasage, c'est l'inflation, c'est la même chose, qui ferait que ce serait un péché mortel terrible. Que le diable qui peut proposer de créer la monnaie, ce que ça s'appelle. Voilà, il y a ce thème-là qui court, et en fait, à l'origine de ce truc-là, c'est l'idée que le roi, en fait, fait du débasage pour financer la guerre, d'une calamité pour tous, au lieu de s'intéresser à la vraie valeur des choses. La question, c'est qui c'est au risque que c'est la vraie valeur des choses non, mais c'est une énorme question ouverte, un peu de bêtise pour les économistes. Pour les économistes, alors les financiers s'en fichent complètement en réalité. Ce que je décrivais, c'est un espèce de décor, justement, on crée une confusion énorme, mais je reviens sur l'exemple que je mentionnais de Calpers. On sait très bien que justement, qu'il a une posture morale, parce que l'éthique ne paie pas. Les Quakers le savaient, et ça s'appelle un coût d'opportunité. Il se trouve que là, ils ont perdu, c'était quoi, 4 milliards de dollars en renonçant au tabac. On peut très bien d'ailleurs reprendre. Quand on s'écarte d'une moyenne, on peut aussi gagner de l'argent. Il y a des configurations. Le marché, c'est que ça, des changements de configuration. Mais cette petite musique, justement, pour brouiller les esprits en disant, en créant la confusion en inventant une forme de win-win, évidemment, ça tient absolument pas la route. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais regardez, Volkswagen a été sanctionné par les marchés, l'action après Dieselgate, l'action a perdu. Oui, l'action a perdu de l'argent parce que 30 milliards qui sortent des caisses de la boîte, ça fait effectivement, il ne s'agit que de cela. Et donc, pour faire comprendre que ça n'a rien à voir avec les gentils investisseurs qui punissent Volkswagen, j'ai cité l'exemple strictement analogue de EDF, auquel le gouvernement français a demandé de bien vouloir, dans le cadre de l'AREN, donner plus d'argent en fait à ses concurrents. C'était 20% de plus, et ça représentait 8 milliards de dollars. L'action EDF a perdu 25% dans la journée. 25%, c'est l'échelle d'un crack. Et là, c'était le Conseil d'État a dit que, parce que la décision a été attaquée par les syndicats, parce qu'évidemment, les syndicats ne sont pas très contents qu'il y ait 8 milliards qui quittent la trésorerie de la boîte, par les petits actionnaires. Et le Conseil d'État a confirmé que c'était bien une décision d'intérêt général, que le gouvernement français était dans son droit. Résultat des courses, on a renationalisé EDF. Bon. Donc, il faut arrêter de raconter des histoires aux gens. Les marchés financiers font des choses, mais ils ne font pas ça. Le win-win, je mentionnais Marc Carnel, ancien gouverneur de la banque, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Values, qui joue justement sur la valeur et la valeur, qui est un bouquin qui fait assez gros, qui est vide, il n'y a pas une idée là-dedans, c'est barbant, mais je l'ai lu quand même. Eh bien, il parle de divine, il ose parler de divine coïncidence. Il faut le faire. Hein. Le win-win, c'est la divine coïncidence. Vous faites le bien et vous êtes récompensé. Non, ce qu'on peut démontrer assez simplement, c'est que c'est l'inverse. Je vous ai montré 75% des cas, les investissements qu'il faut faire ne sont pas rentables. Tout le monde sait qui achète du café équitable, qu'on accepte de payer plus cher pour avoir un service social supplémentaire, finalement, un service social supplémentaire, que les petits producteurs puissent vivre dignement de leur travail. Les gens qui se battent pour fabriquer des jeans français avec du coton bio, machin, ils sont obligés de leurs produits 50 fois plus cher que Chine, etc. Donc, bon, je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Voilà. Donc, effectivement, le marché est très, très loin. C'est une question pour les économistes. Les financiers, ça fait belle lurette qu'en dehors des hochets qu'on agite, ils sont dans autre chose, en fait. Hein. Si je peux ajouter un mot très rapide, sur la question de la valeur, en effet, la meilleure théorie, c'est un proverbe chinois, justement. Chaque chose a la valeur que son acquéreur est prêt à payer. Point. Voilà, enfin, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a en effet, et ça, c'était l'erreur de Marx avec le travail,
Maintenant, il y en a d'autres qui font la même erreur, catastrophique d'ailleurs avec le Bitcoin, en disant c'est la quantité d'énergie qu'on met là-dedans qui va donner de la valeur au truc, comme si ça donnait comme ça par magie la valeur aux choses. Non, il y a pas de valeur en soi. Par contre, et c'est là que ça rejoint les propositions qu'on fait, notamment avec Gaël, c'est qu'on décide d'orienter les flux monétaires et même de créer de la monnaie libre pour financer telle ou telle chose. On nous dit parfois, et c'est un des reproches qu'on nous fait, mais alors vous avez créé de l'argent comme ça par magie, donc ça va faire de l'inflation et les choses n'auront plus de valeur. Mais c'est tout l'inverse, parce qu'on crée pas, on propose pas de créer de la monnaie justement comme ça en l'air pour qu'elle circule je ne sais où. On propose de créer de la monnaie pour protéger des forêts, des zones humides, pour accélérer la transition énergétique et tout ça. C'est de la monnaie qui vient directement s'incarner dans des projets liés à l'intérêt général, ce qui lui donne justement sa valeur et qui permet de rétablir le lien entre les choses qu'on veut, l'intérêt général et la valeur. Et donc c'est comme ça que, à mon sens, on redonne de la valeur justement à des flux monétaires qui pour l'instant n'en ont pas ou n'ont que comme seule valeur. C'est pour ça que j'évoquais l'acte du crédit qui est fait s'il est rentable ou s'il est remboursable. Et c'est tout, en dehors de toute valeur. Donc en fait, c'est en introduisant des mécanismes délibérés, et c'est pour ça qu'on dit, et Gaël le dit depuis très longtemps, que la monnaie, c'est un bien commun. Et voilà, c'est une théorie qui existe. C'est pour ça que c'est un bien commun et qu'on doit en définir justement les valeurs, les mécanismes. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui, pour paraphraser Clausewitz, est beaucoup trop sérieux pour être laissé aux mains des financiers et des économistes. C'est une question sociale. Et c'est comme ça qu'on remet de la valeur dans les choses. Et puis juste pour revenir sur ce que vous disiez sur l'argent du Potosi, il s'avère que je suis allé au musée national de Pékin. On y voit de très beaux lingots d'argent et d'or, en effet, de l'époque espagnole. Et ce qui est marrant, c'est que c'est à ce moment-là qu'ont écrit les penseurs de la théorie quantitative de la monnaie, notamment Nicolas Baudin et d'autres, en disant, et c'est une erreur qu'on a perpétuée pendant 5 siècles, parce qu'en effet, on trouvait de l'or et de l'argent dans le Nouveau Monde, il arrivait en Europe, et puis il partait aussitôt. Alors ils ont dit, ils ont fait un constat de base, et ils ont dit, bah, finalement, cet argent, l'augmentation de la masse monétaire n'a aucun impact sur l'économie, à part de faire augmenter les prix, parce que ça allait aux nobles, qui augmentaient, qui achetaient soit des choses de luxe, dont des choses qui suivaient la route de la soie, des épices, des choses qui venaient du Moyen-Orient ou de beaucoup plus loin, qui, elles, prenaient la valeur parce que c'était acheté. Ils ont dit, bah, en fait, ça n'apporte rien à part de l'inflation. Bah, évidemment, c'est un peu la paraphrase de ce que je disais avec l'exemple Nike. Si oui, on crée de la monnaie ou on rapporte de la monnaie, à l'époque c'était pareil, hein, finalement, et qu'on la concentre sur des biens de luxe et dans les mains de quelques-uns, oui, ça va faire des distorsions de prix. Et donc, et on en revient, et la boucle est clé sur le fait que la monnaie, c'est aussi une valeur sociale qui doit être décidée selon des règles sociales. Voilà, c'était juste pour... Avec question. Tu vas passer après si? Non, mais non. Et on passe à une question par personne pour que tout le monde puisse poser. Et si on peut raccourcir un tout petit peu les réponses pour tenir dans le temps imparti, c'est très top. Mais je suis courte pour les questions. Parfait. Moi, je suis liée à l'ADEME. Vous avez l'occasion de déjà d'acheter vos livres chacun, de nous connaître bien. Et puis, j'en ai même parlé avec Judith sur l'article Militat pour les guillaumes de l'ADEME, parce qu'elle est moi, qu'on est déjà sous le feu des critiques. Ça fait alors un an maintenant. J'avais une question du coup pour Julien et Nicolas, une question égale. La première question pour Julien et Nicolas était sur en fait la mobilisation et l'épargne. Il y a une réglementation, on n'en parle jamais dans le critique SFDR, CSRD et autres, c'est les filles 2 DDA, c'est les préférentes durabilité sur les épargnants.
Je voulais savoir si on a 6 milliards d'euros en France. L'assurance vie, en plus, on n'a jamais autant collecté. On atteint des records de collecte parce que dans un environnement stable, les gens en parlent. Et en fait, on pose jamais la question en cas de devoir fiduciaire de à quoi sert ça d'argent. Et dans les sondages, on voit que beaucoup de Français auraient une appétence pour financer du coup, les infrastructures dont on parle, etc., dans la mobilisation du secteur privé. Donc, je me demandais dans quelle mesure vous croyez à la mobilisation de l'épargne privée en fonction de l'appétence des épargnants, parce qu'elle est réelle, mais elle n'est pas forcément correctement channalisée actuellement, même dans la manière dont on fait des questions qui sont infra-techniques. En tout cas, cette documentation, ça fait 4 ans qu'elle existe et 95% des rapports de conseil sont pas forts, mais le sucre léger nommé pas d'amende, donc en euros, ça l'implémentation existe, on n'en parle jamais et c'est un pire investissement. Et la question que j'avais pour Gaël, c'est en lien avec les COP, la Chine, elle est considérée dans le paquet du reste du Londres et elle est un peu considérée comme demande notre mise à contribution dans les efforts, alors que historiquement, elle a beaucoup produit des gestes pour l'Occident. Et donc, en fait, l'Occident devrait faire d'efforts tant que la Chine est avant les traités. Et je me demandais ce que vous en pensiez par rapport un tour à la logique décoloniale pour voir maintenant à la COP où le reste du monde, en fait, avec l'extractivisme, du coup, la richesse de l'Occident vient de l'extraction puisqu'on n'a pas des sols très riches. Et je me demandais du coup pour eux de penser que les COP, elles vont évoluer parce que même vous me disiez que vous n'étiez pas sûr qu'elles avaient resté d'enfants. Les COP, peut-être qu'elles existent, il y a même des discussions qui changent de format. Comment vous pensez que les logiques décoloniales vont influer sur les engagements financiers? Parce que l'Occident va pas pouvoir donner d'argent comme ça, et en même temps, les pays restent du monde n'ont plus envie de se laisser faire. Du coup, quelle est votre analyse par rapport à ça? Alors, est-ce que je sais pas si tu as lu le papier que j'ai totalement fait? Oui. Bon, parce que ça fait 44 pages, donc c'est difficile pour moi, là, en 3 phrases, de les résumer. Mais ouais, mais bon, si je prends le temps d'écrire, c'est aussi parce que je pense que on en simplifie tellement. Donc, pour moi, cette histoire, c'est quoi le cycle du site sur l'épargne? 600, c'est bien, bon, c'est un peu un running gag, parce que à chaque fois, 6 000 milliards, on fait croire, que l'argent dort, ce qui est absurde, parce que où qu'il soit, il a investi, soit dans les assurances vie, on achète des obligations d'État français, quand même bien financer l'État français. Enfin bon, il y a un peu dans les livrets, après on dit il dort dans les banques. Enfin, tout ça est ridicule. Donc l'argent ne dort pas. Et si on va pas interdire aux gens, j'aimerais bien le voir, d'acheter des actions américaines, de la big tech. Moi, je pense que c'est pas intéressant, mais enfin, on n'a jamais interdit aux gens. Bon, ça c'est sur l'histoire de l'argent qui dort, de l'épargne populaire, du blabla machin. Après, à chaque fois qu'il y a une crise, un coup c'est les PME, un coup c'est ceci, donc on sait faire avec la fiscalité d'attirer, etc. Donc on l'a fait, l'histoire des PME, ça devait être au moment du Covid. Enfin, on fait des fonds sans arrêt. On propose aux Français de financer ceci, cela. Ça marche plus ou moins bien. Bon, ça attire pas trop. Les gens sont très très conservateurs. Je crois que c'est vraiment pas le sujet pour moi. Et pour revenir à ta question sur ces histoires MiFID 2, tu vois, j'ai été très rapide, mais c'est le bout de la chaîne que j'avais. On commence avec la taxe nucléaire, on traverse l'entreprise avec la CSRD, on a les fonds, et en bout de chaîne, on a MiFID 2. Personnellement, c'est une blague. Enfin, je te demande sérieusement de pousser la porte d'une agence bancaire et de discuter avec un conseiller. Et encore une fois, dans mon papier, je l'écris, parce qu'à la fin, on dit c'est la faute du conseiller, c'est des idiots. Non, c'est pas des idiots. L'offre qu'on leur met dans les mains est ridicule, en fait. C'est invendable. Et donc, je mets au défi de résumer mon papier comme ça dans une conversation avec des gens, tu vois, qui voudraient... tu as vu, j'ai même mis les questions qu'on pose. C'est complètement lunaire, en fait. On leur dit, soit on est dans le boniment du win-win, on leur dit, est-ce que vous voulez sauver la planète et gagner de l'argent en même temps? Ben oui, en fait, c'est génial. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, on est dans cette infantilisation, ou bien alors c'est inextricable, en fait. Les gens jettent, parce que s'ils payent des gestionnaires d'actifs, c'est justement pour ne pas se poser ces questions. Mais de toute manière, la boussole, c'est toujours la même. La boussole universelle, c'est le risque-rendement. Tu peux faire toutes les études que tu veux, elles sont les mêmes année après année. On demande aux gens, on fait les mêmes sondages. Et quand on en repasse un, parce que tu sais que dans les sondages, les questions sont complètement... Ce qui sort toujours, c'est les gens ne veulent pas perdre leur argent, la sécurité, la liquidité, ce qui est complètement contradictoire avec l'investissement, les investissements dont on parle sur le long terme. Parce que quand tu peux mettre 100 sur ton livret A et 15 jours après les ressortir parce que finalement tu finances l'achat les tuitions du gamin, etc. Enfin,
Donc, il y a toutes ces contradictions qu'il faut arrêter avec les banques populaires, ce que ça ne marchera pas comme ça. Voilà, très simplement. Et si tu as vu le papier, tu vois qu'il y a beaucoup à dire. Ouais. Mais vraiment très rapidement, parce que je suis tout à fait d'accord, ou plutôt on va dire à 98% avec Julien. Voilà, non mais parce qu'on a un petit débat entre nous sur le fait que, alors là où je suis totalement d'accord, c'est les 6 000 milliards, ils sont investis quelque part, et ce qui est le juge de paix là-dedans, c'est la rentabilité. Point. Voilà, donc si les choses sont pas plus rentables, ça sert à rien de dompter sur ses camps chauds et dire il faudrait que tout ça, c'est la rentabilité, quoi. Et donc là, après, peut-être que les choses peuvent changer si on met des critères d'additionnalité sérieux, des obligations de durée d'investissement sérieuses. Ça a pu être fait. Par exemple, le Chili, à une époque, avait un système de lampe carrée, là, tu connais mieux que moi, mais où, par exemple, ils n'acceptaient pas la spéculation à court terme. Pour protéger leur monnaie, pour protéger sur le taux de change. Et donc, il y avait des durées minimum d'investissement. On ne pouvait pas entrer, sortir immédiatement. Ben là, c'est pareil. Faudrait. Ben alors, le jour où on aura un label qui dit critères d'additionnalité, rentabilité moindre, durée d'investissement minimum et tout ça, bah là, oui, peut-être qu'on pourra commencer à avoir un début de référence. Pour l'instant, on n'a absolument rien qui ressemble à ça. Maintenant, là où peut-être on a un tout petit débat avec Julien, mais grosso modo, il a raison, mais moi, j'introduis une nuance, c'est on a quand même aujourd'hui dans le système financier des acteurs qui sont complètement, j'ai envie de dire, englués, notamment dans les actifs fossiles qu'on évoquait tout à l'heure, par leur histoire, etc. Et d'autres acteurs qui le sont moins, notamment des nouveaux acteurs, alors qui font parfois beaucoup de com en disant on est vert, etc. Bon voilà, ils ont au moins comme seul avantage de la virginité par rapport à ça. Et donc, moi, je leur accorde un tout petit peu plus de crédit que Julien. Mais c'est là le seul débat qu'on a. Sinon, on est tout à fait d'accord. Ouais. J'ajoute deux choses et une qui répond à une question, puis l'autre qui revient juste là-dessus. C'est pas exactement notre question hein, sur l'usage de l'épargne française, mais il y a un sujet en ce moment qui est en train de monter qui est le private credit, donc qui est l'utilisation de l'épargne dans le shadow banking prêté pour des projets plus ou moins en hiver ou quoi que ce soit, puisque le taux de défaut est en train d'exploser. Et ce sont des crédits dans lesquels ceux qui ont prêté sont là pour le coup bloqués, ne peuvent pas retirer. Donc ils ne peuvent pas titriser, donc ils sont scotchés à les traits qui sont en train de devenir absolument non solvables. Donc là, il y a possiblement une petite bombe qui est à retardement qui est en train. Je ferme cette parenthèse. En fait, moi, j'aurais envie de répondre à votre question à ce que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure à propos de la Chine. C'est-à-dire, ce n'est pas les marchés financiers qui vont financer, ça c'est clair, de toutes les raisons qu'on a déjà dit. Ceux qui peuvent financer, c'est les banques, mais pas les banques privées, les banques publiques. Donc, typiquement, les MDIs. Et en fait, si vous regardez la galaxie à laquelle appartient la LD, c'est pas du tout pour faire de la pub pour la LDR, mais il y a une trentaine de banques. La taille de bilan de cette trentaine de box est énorme, surtout si vous actuez la CDB dedans. En fait, on a tout à fait les moyens de financer. Il faut juste qu'on décide de faire en sorte. Donc moi, à l'époque, quand j'étais à l'AFD, j'avais lancé un club des chefs économistes de ces banques pour qu'on puisse se parler entre nous avec l'espoir qu'un jour, on puisse mettre à l'agenda ce genre de questions. Une fois que je suis parti, le club des chefs économistes disparaît. Je pense que la Chine ne pourra rien faire toute seule, mais avec les BRICS, est capable d'emmener une communauté internationale dans laquelle elle pourra, avec une monnaie digitale dont je parlais tout à l'heure, alternative au dollar, il faut absolument qu'elle sorte du dollar, ça ne sera pas. Je crois, j'ai l'impression qu'elle aura l'intelligence de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le dilemme de Triffin, que vous connaissez, et donc de surtout pas proposer que ce soit sa propre monnaie, le renminbi ou le yuan, qui servent de devise internationale, surtout pas faire ça. Mais donc elle propose une autre monnaie artificielle, qui soit par exemple un panier de devises, les BRICS. La grande question que ça va poser, c'est où va aller l'Inde? L'Inde aujourd'hui continue de jouer sur les deux tableaux, bon, on l'a bien vu là encore récemment. Et surtout, où va aller l'Europe?
Dire, voilà, alors l'Europe actuellement se croit obligée d'être complètement atlantique. Si la Chine un jour fait ça, j'espère qu'on aura quelqu'un en Europe qui va dire, et pas simplement l'Espagne, bah, on ferait bien de faire partie des paniers de devises proposés par la Chine pour constituer notre monnaie internationale. Et ce panier de devises, c'est ce qu'on aurait dû faire aux États-Unis en 1945. On n'a pas fait. On n'a plus de dollars. C'était une énorme bêtise. Et je ne vois pas du tout aujourd'hui comment l'administration américaine pourrait se rendre à ce type d'argument. C'est certainement pas l'actuel. Mais les démocrates n'ont jamais non plus réfléchi à cette question-là auparavant. Jamais, jamais. Donc, oui, le Chine, j'espère, va le faire. Avec le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique, l'Indonésie, les pays émergents que vous connaissez. J'espère. La question, et après, monsieur, ça. Donc là, puis là. Merci beaucoup pour votre exposé, c'était passionnant. Je m'appelle Cyprien Brune, je suis en doctorat au lead sur les questions agricoles et énergétiques. Et du coup, j'ai une question assez rapide sur les institutions européennes et la politique monétaire, du coup. Et la question, c'est quelle force de frappe politique il faut pour pouvoir changer les règles, donc qu'il y ait quelques solutions dont vous parliez. Parce que si bien compris, la construction de la BCE, ça repose pas mal sur les idéologies, je crois que c'est qu'on le ordolibéral, à la loi d'Exavis. Et du coup, combien de gens il faut emmener si le fait que François Hollande envoie Gaël Giraud voir le chef de la BCE et que lui dit non, ça marche pas, du coup, en passant par les voies institutionnelles, dans l'institution, qu'est-ce qu'il faut pour appliquer ce genre de solution? Est-ce que c'est complètement démesuré et inatteignable dans la configuration actuelle ou est-ce que c'est faisable dans la configuration? C'est ça. Inatteignable et démesuré. Voilà. Mais comme c'est pas le discours que je vais tenir, bah tout de suite là, je ne suis plus audible. Non, mais peut-être je réponds sur cette question que j'ai pas mal étudiée. En réalité, je vais commencer sur la base de ce qui se fait déjà aujourd'hui pour en venir à ce qu'il faudrait se faire. Le quantitative easing, déjà en lui-même, c'était quelque chose qui n'était pas prévu par les traités. On l'a dit, les traités avaient prévu que les banques centrales ne récupèrent jamais de dette des États membres. Il y a un moment où le financement par le marché a touché ses limites en période de crise. Ça ne marchait plus. Et donc, c'était soit on laissait les choses complètement s'effondrer, soit on trouvait un mécanisme. Alors, le mécanisme qu'ils ont trouvé, c'était d'acheter sur les marchés secondaires. C'est-à-dire, l'État vend sa dette à une banque privée qui ensuite la revend à la BCE, comme je le disais tout à l'heure. Mais résultat, la dette, elle arrive quand même dans les livres de la BCE. Bon. Et donc ça, c'était une situation qui n'était pas prévue. Alors, il y a eu des recours, évidemment. Il y a eu des recours des Allemands, notamment, qui ont dit, des partis de droite allemands, qui ont dit, eh ben, écoutez, c'est complètement contraire au traité, vous nous prenez pour des imbéciles, on ne voulait pas faire ça, donc il y a eu plusieurs recours. Et la Cour de justice européenne s'est prononcée là-dessus à plusieurs reprises, et c'est ça qui est intéressant. Et dans chacun de ces arrêts de la Cour de justice, elle a dit, ben voilà, ok, ça passe à peu près, mais il faut des conditions. Et alors, les conditions, c'était qu'il faut que ça soit remboursé très vite, qu'il faut que ça soit uniquement temporaire, donc que ça dure que quelques mois, etc. Et puis, dans la pratique, aucune des conditions posées par la Cour de justice n'a jamais été respectée. Ça a duré plusieurs années, il n'y a pas eu de remboursement, etc. Et qu'est-ce que vous voulez que le droit fasse à ce moment-là? Qu'ils disent, ah bah écoutez, on a créé 6 000 milliards d'euros illégalement, donc moi, Cour de justice, je dis qu'il faut tout rembourser, tout annuler. Enfin, c'est évident que vous ne pouvez pas. Vous imaginez la catastrophe? C'est même pas possible, en fait, c'est même pas imaginable. Donc on est dans des domaines où à un moment on peut mettre tout le droit qu'on veut, ce qui va compter, c'est ce qu'on décide. Et donc même ce qu'on propose nous, en réalité, on peut après jouer sur les mots. Ce qu'on appelle nous, c'est des subventions. Alors le traité européen interdit les prêts, voilà. Mais ils n'avaient même pas pensé que la Banque centrale puisse donner des subventions. Donc, ils appellent ça les prêts et les concours financiers, mais
et ils interdisent pas en tant que tel les dons. Alors on pourrait se glisser là-dedans. En réalité, dans ces matières-là, et on l'a vu à plusieurs reprises, quand il y a une pratique politique qui se met en place, quand il y a un accord politique qui se met en place, le droit s'adapte et la jurisprudence de la Cour de justice s'adapte. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que les dirigeants politiques, ils utilisent le droit pour dire surtout n'y pensez pas. Et quand on avait fait notre tribune sur l'annulation conditionnelle, qu'on avait fait signer quand même par plus de 200 économistes dans 15 pays différents, c'était paru dans toute l'Europe, il y avait eu une fuite évidemment, Christine Lagarde était au courant, le soir même, elle avait fait tous les plateaux, c'était réservé, et voilà, pour dire vous n'y pensez pas, ça serait illégal, et compagnie. La même Christine Lagarde, qui avait écrit au moment où ils ont mis en place le quantitative easing, vous pouvez le retrouver dans le Wall Street Journal, noir sur blanc, nous avons violé toutes les règles de l'euro pour le sauver. Ouais. Bah voilà. Donc à ce moment-là, ça pose plus de problème. Donc c'est une question politique. Il y a pas de blocage juridique. Il faut convaincre politiquement. Et si on convainc politiquement, ça se fera. Je pense qu'il y a une différence majeure, justement, dans tes des exemples, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est une pitrerie. C'est pour ça que parfois, je trouve que tu n'y mets pas suffisamment clair. Parce que tu dis, les banques centrales ne peuvent pas piquer dans les États. C'est une blague, évidemment. Littéralement, oui. Ça veut dire que la Banque centrale ne peut pas se présenter à l'émission primaire et acheter directement les obligations. Mais comme l'a dit Nicolas, ça passe par une banque et le jour d'après, c'est acheté par la Banque centrale. C'est une farce. On sait très bien, comme tu l'as dit, tu as parlé de 25% de la dette, et au plus haut, c'était même 30%, vous imaginez, 30% de la dette d'un pays comme l'Italie ou la France, détenue par une banque centrale. C'est quand même, ça veut dire quelque chose, c'est monstrueux, c'est massif. Bien, en toute illégalité, tu as raison. Mais pourquoi? Parce que c'est dans la mission de la Banque centrale de piloter les taux. Donc si la Banque centrale fait ça, c'est parce qu'à ce moment-là, les États sont obligés de s'endetter massivement. Soit en 2011, c'était pour éviter l'effondrement du système, la Grèce, machin chose. En 2000, après, c'était le Covid. Bref, c'est dans sa mission c'est le moyen, en achetant massivement la dette émise par les États, ça maintient les taux bas, d'accord? Alors que ce dont tu parles, par exemple sur le taux différencié, ce n'est pas sa pratique habituelle. Et donc là, il n'y a pas moyen de l'intéresser à faire quelque chose d'illégal, puisque ce n'est pas son fonctionnement normal. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, il y aura jamais la moindre initiative de la BCE sur ces sujets-là, tant qu'il n'y aura pas un accord, c'est ce que tu dis, politique en amont. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne se passera pas à l'insu de son plein gré ou de notre plein gré, je ne sais pas qui. Que Paris-Francfort, ça marchait pas. Pardon, toi que Paris-Francfort, ça marchait pas. Non, tu te rappelles les beaux dessins avec le diable et l'empereur? J'ajoute juste un mot très très rapide pour laisser Gaël répéter. Mais il y a quelque chose qui montre à quel point ça c'est stupide. Pendant la période du quantitative easing, vous vous rappelez certainement, à un moment, la BCE avait tellement acheté que les taux étaient passés en territoire négatif. C'est-à-dire que les États, littéralement, s'enrichissaient en empruntant, remboursaient moins que ce qu'ils empruntaient. Eh bien, si on vous dit, vous pouvez emprunter à taux négatif, normalement, si vous n'êtes pas trop idiot, vous investissez. Voilà. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Pas en France. Et en France, on a stabilisé. Vous savez ce qu'ils ont fait, les autres pays, en moyenne? Ils se sont désendettés. On leur propose d'investir à taux négatif, eh bien, ils se désendettent. Ils n'investissent pas, mais ils se désendettent. Et aujourd'hui, on a l'Allemagne pour dire à quel point tout ça est stupide, que l'Allemagne qui se rend compte qu'elle n'a pas assez investi dans ses infrastructures, etc., donc qui met aujourd'hui en place des grands plans d'investissement à des taux qui sont beaucoup plus élevés, alors qu'elle aurait pu le faire à l'époque où elle gagnait de l'argent quand elle empruntait. Donc, pour vous dire à quel point l'idéologie peut conduire à des décisions qui, même du strict point de vue de la rationalité financière, sont complètement absurdes. Une question à Jonah. Vic, moi je m'appelle Tanguy Méché, je suis étudiant en finance à l'ESCP. Et ma question était plus courte que toi, Julien. Donc j'ai attentivement écouté ta présentation, donc tu as passé toute la finance durable à la casserole. La question c'était comment
réussir à concilier travailler dans la finance et être un acteur de la transition écologique dans les 30, 40 prochaines années. Pour un jeune comme moi, tu veux la droite. Waouh, c'est pas évident parce que tu vois, si je prends la parole et si j'écris, c'est pour que des jeunes justement ouvrent les yeux maintenant et se mettent pas à pleurer 10 ans plus tard en se rendant compte qu'ils ont vraiment ramé dans un truc qui voulait rien dire. Après, on peut décider de travailler dans les finances quand même. Moi, les étudiants par exemple, qui m'appellent, ils regardent la Banque Postale, qui est une banque publique avec une mission d'intérêt général, l'accessibilité bancaire. Ils regardent le Crédit Coop, la NEF, la Banque des Territoires, hein, qui est la Caisse des dépôts, donc les banques publiques, évidemment. C'est-à-dire, on se rend compte que là, on n'est pas on n'est pas chez Goldman Sachs, hein. Moi, en plus, je vais pas faire la leçon, hein. J'ai travaillé chez Merrill Lynch, voilà. Mais bon, j'ai travaillé 25 ans sur les marchés financiers, mais c'est très compliqué de répondre à ta question. Et on voit bien que tout ce dont je parle, c'est pour ça aussi que je voice out, c'est quelque chose qui est construit pour attirer des talents. Hein, il faut envoyer du jeune chez BNP Paribas Asset Management. Il faut en envoyer. Donc, c'est fait pour, en fait. Ces rubans qu'on met partout, c'est pour récupérer à la fois les particuliers, leur vendre. C'est un argument marketing. Ça sert à la fois à vendre à la collecte, hein, toujours. C'est toujours la même chose. On raconte des histoires pour vendre sur les marchés financiers. On ne fait que ça. Hein. C'est structurel, c'est pas mal. On parle d'equity story. On parle de credit story. Qu'est-ce que c'est la credit story? C'est un emprunteur, l'AFD émet des bonds, ils vont sur la route, ils rencontrent des gens, ils racontent leur histoire, parce qu'eux-mêmes s'endettent. L'equity, alors ce qui est drôle, c'est quand les histoires collent pas. L'equity story, c'est la même chose, mais c'est pour ceux qui achètent les actions. Et donc, on raconte des histoires pour la collecte, hein, pour avoir l'argent des gens. L'argent des gens, les talents des gens, c'est... Voilà. Donc là, j'ai pas de réponse toute faite. En tout cas, il faut avoir les yeux grands ouverts et pas prendre pour argent comptant ce qui est raconté. La réalité, c'est que si tu es d'accord avec moi, tu peux pas travailler dans les établissements qui ont une pensée et un développement orthogonal à ce que je raconte, tu vois ce que je veux dire. Sinon, tu vas être très malheureux. Mais après, tu peux faire de la finance, parce que tout ça, c'est un décor. En fait, la finance, elle n'a pas tellement changé. Moi, mes copains que j'ai quittés, tout ça est beaucoup plus vert qu'en environnement. Il y a des petites plantes partout, mais ils font la même chose, hein, en leverage finance, en financement d'infrastructures. Enfin, c'est les mêmes métiers. Rien n'a vraiment changé en réalité. Hein. Bon, donc je sais pas si je réponds à ta question. C'est difficile, hein. Mais parce que tu vas pas casser la boussole à toi tout seul, tu comprends? Oui, pour juste aider un tout petit peu, à mon avis, c'est bête, c'est de lire les articles de Julien sur Pote, ou Bon Pote, de lire les livres de Nicolas et du gars des miens. Et puis d'autres, évidemment. Non, mais c'est vrai, ça peut aider quand même à discerner. Comme le sur encore. Pour finir sur une équipe de cœur, on a fini peut-être. L'OFC, l'OSF aussi, l'Office chérifien l'Office chérifien des phosphates. Je ne sais pas si tout le monde voit de quoi il s'agit. Il y a, donc moi je connais peu les lignes, mais récemment la croissance, un des plus gros investissements alors vous direz pas, 350 millions je crois d'euros pour moderniser les phosphates au Maroc. Il se trouve que ces phosphates nous collent au Kenya, en zone longue histoire courte. Et donc c'est un truc où c'est difficile de savoir. Vous voyez les conflits, quoi. On veut que le Maroc se modernise, on veut une agriculture qui soit productive, mais en étant investissé sur le phosphate. Ça, où est-ce qu'on a une boussole verte dans un cas comme celui-là? Je ne sais pas s'il a déconné dans ce cas-là en particulier déjà sur les choses qui se sont passées pour qu'on déconne pour quelqu'un dans le dossier. Mais une boussole verte telle que vous l'avez cernée vaguement, passivement, changerait quelque chose sur ce genre de sujet, sur un liquide de cas. Ouais, je sais pas. Je peux dire quelque chose. Hein. Donc, l'Office chérifien des phosphates, de fait, c'est une institution extrêmement importante au Maroc. Pour dire, d'une certaine manière, c'est un État dans l'État. Hein. Et directement à la main du roi. Bon. Donc, c'est pas possible aujourd'hui de, entre guillemets, casser l'Office chérifien des phosphates sans casser l'État marocain et donc l'économie marocaine. Donc, il faut prendre les choses de manière... une délicatesse. Bon. Et d'une certaine manière, pour moi, comme Français, la question que ça pose, c'est la même que celle qui est posée par le Sénégal, qui a découvert des ressources gazières énormes sur sa côte, par tous les pays d'Afrique subsaharienne ou Afrique tout court, qui ont des ressources naturelles, qui disent vous êtes bien gentil de nous faire la morale, mais vous en avez profité pendant le temps.
Il y a encore des zones qui ne sont pas électrifiées au Maroc. Il y a encore des petits villages dans l'Atlas qui n'ont pas d'électricité courante. Et c'est très compliqué de dire à l'OCP, il faut que vous arrêtiez le commun de l'agriculture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Après, évidemment, il y a un discernement collectif à opérer, mais d'une certaine manière, ce serait la responsabilité de la communauté internationale du côté occidental de dire au Sénégal, qu'on est prêt à mettre de l'argent sur la table pour que vous n'exploitiez pas le contrôle, des Sounis la même chose, pour que l'Amazonie soit protégée et pour que le Maroc ait moins besoin de phosphate pour sa prospérité. Alors, les soumistes, comme Gaël l'a rappelé, ça n'a pas marché, finalement, hein. Cette idée n'a pas fonctionné. Il y a ce souci de temps de payer sur l'Équateur. Vous payez pour qu'il ne fore pas. Ça n'a pas fonctionné. C'est hors... Donc de s'y séparer en démographie. Voilà. Mais récemment, et je pense, c'est là ma différence, mais tu connais sûrement mieux que moi, je ne suis pas sûr que cette décision démocratique soit respectée. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce qu'on vote, on se fait plaisir, mais après, dans la vraie vie réelle, comme on dit, il ne se passe pas forcément ce qu'on croit, ce pour quoi on a voté. On connaît, nous. Isoun dans le premier livre qu'on a fait avec Alain Grandjean, Monnaie écologique, on a présenté ce qui pourrait être une solution pour ça, justement, qui rejoint cette idée de compensation, qui est de transformer aujourd'hui un outil financier qui existe, les droits de tirage spéciaux, par exemple, pendant la crise du Covid. Les droits de tirage spéciaux, c'est une forme, en fait, de monnaie, de titres financiers international de réserve qu'on donne aux États quand ils ont des problèmes graves de change pour stabiliser leur monnaie. Et en réalité, c'est un droit de tirage, comme on dit, et ça permet de convertir, par exemple, on en donne à un pays africain qui est en grande difficulté sur sa monnaie, qui voit sa monnaie s'effondrer, on lui donne des droits de tirage qui lui permet d'avoir un droit de tirage en dollars ou en euros pour rétablir la valeur de sa monnaie. Et par exemple, au moment du Covid, quand il y a des pays en grande difficulté, on en a créé, je ne sais plus combien, mais beaucoup, vraiment des centaines de milliards pour les distribuer, pour qu'il y ait une espèce de stabilisation. Imaginez si on faisait la même chose, mais pour compenser les dégâts environnementaux. Là, ça aurait un outil pour dire, on peut financer le Maroc pour qu'il arrête d'exporter ça, le Brésil pour qu'il déforeste pas tout, et ça, on pourrait le faire, et ça serait même pas, ça serait une autre forme d'injection monétaire, mais ça entraînerait pas Voilà, marcher avec les DTS, donc on saurait. Exactement, et on sait déjà le faire. Et puis juste un dernier mot pour dire que là, je sors hier soir à minuit du projet de loi, de la discussion en commission du projet de loi d'urgence agricole à l'Assemblée. Et vous voyez qu'on a un énorme problème parce qu'on essaie de protéger les captages d'eau. Et ils sont pollués à fond par les engrais azotés, les pesticides, etc. Et ce qui est quand même complètement fou, c'est qu'on met 10 fois plus d'argent en traitement de dépollution que ce qu'il faudrait à la base pour aider les agriculteurs à changer de modèle. Et on n'a pas de financement qui permettent, ou des financements très limités, on a quelques MAEC dans la PAC, etc. Mais on a une PAC qui oriente des milliards et des milliards vers de l'agriculture intensive qui pollue et qui pollue les captages d'eau. Et ensuite, c'est aux collectivités derrière de rajouter des milliards et des milliards en traitement de dépollution, alors qu'il suffirait à la base de mettre la moitié de cet argent pour aider les agriculteurs à passer sur des modèles. Donc là aussi, tout ça est absurde et ça marche au niveau national comme au niveau européen ou international. C'est a priori un problème beaucoup plus simple que celui qui consiste à dire ne touchez pas à votre pétrole. Beaucoup plus simple normalement. Juste un mot sur les DTS. Et c'est ce qu'on a fait, parce qu'on sur cela. Donc c'est le FMI qui émet les DTS. Donc c'est là l'origine du problème. Le FMI est à la main de la Maison Blanche aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la fameuse monnaie digitale, dont j'ai parlé plusieurs fois, que la Chine pourrait vouloir lancer, pourrait être une alternative au DTS. Le rôle du FMI, que le FMI ne joue pas en réalité, pouvant être joué par la Banque centrale de développement des pays sud des BRICS. Et on va s'arrêter là. Merci Julien Goulaven pour
C'est intéressant cette discussion et la captation vidéo est disponible, sera